Bienvenue à vous, une fois de plus, chers amis. À présent, vous l'auriez certainement compris, on va essayer de se convaincre sur ce plateau. Le thème d'aujourd'hui, il est assez spécifique. 1960-2020, 60 ans d'indépendance donc en Afrique. Les grandes leçons de ces 60 ans d'indépendance en Afrique, c'est de cela que nous allons débattre. En 1960, 17 pays de l'Afrique subsaharienne ont obtenu leur indépendance. Parmi eux, 14 anciennes colonies françaises, dont le Bénin. Et 60 ans après, nous osons faire l'état des lieux avec Monsieur Kémy Séba, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capocicci. J'espère que mes sources sont bonnes. Militant anticolonialiste, chroniqueur politique. Bonjour à vous, monsieur, et bienvenue. Bonjour, ma chère sœur. Kémy Séba, Stélio, tout est vrai dans tout ça, de toute façon. C'est heureux. Ma première question, l'Afrique a-t-elle refusé d'avoir son indépendance totale ou est-elle plutôt empêchée d'avoir son indépendance totale? Alors, tout dépend de qui on parle. Quand on parle de l'Afrique, a-t-elle refusé? Si on parle des élites, une grande partie des élites ont refusé, bien évidemment. Les cerveaux malades, comme on pourrait les appeler ainsi. Si on parle du peuple, je ne le pense pas. Le peuple, depuis le départ, veut son indépendance, a risqué sa vie pour cela depuis un certain nombre de temps, jusqu'à aujourd'hui, a risqué ses libertés individuelles jusqu'à aujourd'hui. Mais les élites, ils trouvent leur compte. Je pense qu'on doit être aussi capable de le dire. Les élites ont compris qu'en étant des co-contractants du néocolonialisme ou du colonialisme d'antan, eh bien, ils avaient une capacité de se remplir les poches tout en occupant des postes à responsabilité. Et donc, par conséquent, ils ont fini par devenir les alliés de ceux qui étaient leurs persécuteurs hier. Comment expliquer cette émancipation partielle ou ratée de l'Afrique? Non, ça s'explique par une seule phrase. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Ceux qui se sont battus réellement pour arracher leur liberté, et je parle non pas simplement du peuple qui s'est battu partout, mais des élites en tant que telles, ceux qui ont été jusqu'au bout dans cette démarche sont dans un processus aujourd'hui d'autodétermination qui est bien plus avancé que dans les pays d'Afrique de la zone franc, où la plupart de ces indépendances ont été, il faut le dire, dans la plupart, allez, à quelques exceptions près, elles ont été un petit peu bradées, je pense qu'on peut le dire aussi. Il y a d'autres pays, il y a des exceptions bien évidemment, comme au Cameroun, où les gens ont donné leur vie, ont risqué leur vie pour que cette indépendance soit faite, mais par la suite, quand on parle des accords de coopération, c'est un processus et des mécanismes qui ont été mis en place pour que, malgré que certains ont donné leur vie pour que ce phénomène, ce processus d'autodétermination, on se retrouve quand même dans une démarche enrayée en ce qui concerne la décolonisation. Pareil pour le Mali, où on a un peuple extrêmement courageux qui a pris ses responsabilités depuis très longtemps, d'accord? Mais je le redis, même ceux qui ont été les plus jusqu'au-boutistes et les plus avant-gardistes dans cette démarche, les accords de coopération n'étaient rien d'autre en réalité que des accords de recolonisation. Et je pense que tout le monde n'a pas fait preuve, c'est facile de le dire après, donc il faut le dire avec pudeur, mais n'a pas pu avoir forcément une démarche d'analyse prospective en ce qui concerne les contrats qu'ils étaient en train de signer. À quoi cela serait dû? Vous savez, le phénomène et le processus de colonisation n'est pas un phénomène simple. C'est un processus d'aliénation pluriséculaire. Et quand je dis de colonisation, pour moi, l'esclavage aussi, la déportation, le saignement de l'Afrique, le découpage de l'Afrique, tout est lié en ce qui concerne ces réalités. Et ça fait en sorte que quand on parle d'aliénation, le phénomène d'aliénation, c'est rendre quelqu'un étranger à lui-même. Quand quelqu'un est étranger à lui-même, il perd un certain nombre de réflexes qui sont normalement liés à son ontologie, à sa façon de vivre, à sa façon de voir le monde, de le comprendre, de l'intégrer. Et donc, par conséquent, on se retrouve avec... on se retrouve avec des gens qui peuvent manquer de lucidité sur un certain nombre de points, sans toujours remettre tout sur le problème ou le phénomène exogène. Mais il y a évidemment des pénétrations de ce phénomène exogène dans nos réalités paradigmatiques. Et c'est ce qui entraîne, je pense, que beaucoup de gens ont manqué de lucidité. Il y avait des personnes qui étaient très avant-gardistes. Je donne l'exemple parce que c'est très important. Frantz Fanon, né en France, entre guillemets, qui s'est battu, lui, au départ, il voulait venir au Sénégal, hein, c'est important de le préciser, en Afrique noire, et il a été rejeté par quelqu'un comme Senghor, qui est présenté par l'impérialisme français comme un apôtre de la sagesse africaine. En ce qui le concerne, on ne le considère pas comme tel. À titre personnel, on préfère Cheikh Anta Diop, d'accord, ou Mamadou Dia, clairement. Mais ce Fanon, après, il est parti en Algérie et il a été dans un processus jusqu'au boutiste. La situation de l'Algérie, qui n'est pas parfaite sur tout, c'est le cas de le dire, mais quand même différente sur bon nombre de points de ce que nous avons connu en Afrique subsaharienne. On doit être aussi capable de le dire. Et
Je pense que tout est une question de jusqu'au-boutisme, de lucidité stratégique, de compréhension des enjeux géopolitiques. Et je pense qu'à une certaine période, les enjeux géopolitiques étaient peut-être beaucoup moins intégrés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà. Sommes-nous vraiment pauvres dans une Afrique riche? Non, on n'est pas pauvre, on est appauvri. Je pense que la nuance sémantique est importante. On est le continent le plus riche du monde. Je le pense profondément. Je fais le tour du monde, je vois un petit peu comment les choses se déroulent un peu ailleurs. Mais il y a un certain nombre de facteurs, les accords de Bretton Woods, les institutions internationales, les multinationales, le fait que nos ressources soient bradées, même pas aux plus offrants, parce que quand on dit brader, c'est clairement aux gens qui sont capables de vous soudoyer intelligemment. Et on a des élites objectivement qui se délitent et qui sont beaucoup plus dans la prostitution intellectuelle et politique, qui entraînent aujourd'hui que nous sommes dans un appauvrissement. Comment vous pouvez expliquer que sur le continent le plus riche du monde, on a des gens qui risquent leur vie pour aller en Occident, où ils vont connaître un autre enfer, hein, je sais de quoi je parle pour y être né, et l'enfer de la négrophobie, l'enfer du racisme, etc., et de la paupérisation, puisque le prolétariat occidental lui-même souffre là-bas. Il est difficile d'intégrer ou d'entendre que ces gens-là vont accepter que d'autres plus pauvres viennent essayer de prendre aussi du travail. Donc les élites capitalistes font en sorte de créer des tensions, des escansions. Et cela est dû en priorité parce qu'on a des dirigeants qui, au lieu de développer un minimum les facteurs vitaux pour qu'une société puisse être prégnante et puisse avancer, eh bien, ces gens-là se servent de cet argent, par exemple, pour développer la jeunesse. Ils s'en servent pour autre chose. Ils s'en servent pour acheter hôtel sur hôtel. Ils s'en servent pour acheter voiture sur voiture, etc. C'est bien dommage. Selon vous, pourquoi l'Afrique peine-t-elle à transformer ses ressources naturelles? Non, c'est pas qu'elle peine, c'est qu'on a été placé dans un processus politique post-colonial qui en réalité n'est jamais sorti de la logique coloniale en tant que telle. Il y a des facteurs qui sont directement capturés, kidnappés par une oligarchie à la fois occidentale et leurs co-contractants africains. Je prends l'exemple du Mali parce que c'est très important. Ne croyons pas qu'il n'y a pas des gens qui sont extrêmement brillants au Mali pour gérer toutes les ressources minières et autres qui existent dans ce pays-là. Mais à chaque fois qu'on a des Africains qui songent à prendre leurs responsabilités, à pouvoir jouir de leurs ressources, qu'est-ce qui se passe? On a soudainement des guerres sous proxy. C'est comme ça qu'on les appelle, qui arrivent, avec des miliciens de pays environnants bien souvent, qui sont payés par l'oligarchie occidentale, et l'oligarchie africaine ferme les yeux. C'est très important ce que je dis, parce que c'est quelque chose qui est du domaine du réel et du constaté par tout le monde, y compris par un certain nombre de médias occidentaux. Et quand vous dites constaté par tout le monde, est-ce que cela implique que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Ce que je dis quand je parle de preuves, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple une chaîne Arte, qui est une chaîne d'investigation, qui jusqu'à preuve du contraire est quand même, quoi qu'on en dise, même si elle est européenne et qu'elle ne partage pas nos idées, elle-même est capable de faire des reportages sur aujourd'hui les multinationales et les stratégies de déstabilisation qui sont effectuées à l'intérieur d'un pays comme le Mali pour que justement ce pays ne connaisse ni la stabilité. Et c'est toujours une stratégie qui quand même me paraît simple. Quand il y a le feu dans votre maison, vous ne songez pas à le développer, vous songez à éteindre le feu. D'accord? Et pendant que vous êtes en train d'essayer d'éteindre le feu, d'autres peuvent piocher à l'intérieur de votre maison. Ce que je dis, ce sont des choses qui sont constatées. Michel Colomb a écrit longuement aussi sur ces questions, et un certain nombre d'autres personnes ont écrit dessus. Je vous invite à regarder, et notamment aussi à lire mon livre « L'Afrique libre ou la mort », qui revient en grande partie sur ces éléments. Alors, l'héritage des premières années des indépendances en Afrique est-il si mauvais que vous le décrivez? Qu'est-ce que vous entendez par héritage? Toutes ces choses que nous avons héritées justement de l'indépendance. De l'indépendance, pas de la colonisation. Je ne sais pas ce qu'on a hérité de l'indépendance. Dites-moi, faites-moi une liste parce que je n'ai pas l'impression de voir grand-chose. Vous avez l'impression qu'on n'a rien hérité On du hérite tout? de l'indépendance quand l'indépendance existe, madame. Mais s'il n'y a pas d'indépendance, si on est toujours dans un processus de dépendance, vous voulez qu'on hérite de quoi? De votre point de vue, donc, il n'y a aucune indépendance? Et en tout cas, s'il y avait une indépendance réellement, je pense que les gens ne vivraient pas avec un salaire moyen de 100 € par mois ici. Alors qu'on est des pays qui nourrissent sur bien... Par exemple, je vais dans des pays comme le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui, mais pourtant l'énergie du Niger permet de donner de l'électricité à la France. Ça vous paraît normal? C'est ça l'héritage de l'indépendance? Moi j'appelle ça de la dépendance. Voilà. Pour vous, l'indépendance, ça devrait être quoi? L'indépendance, c'est une souveraineté monétaire, c'est une souveraineté politique, d'accord? C'est une souveraineté culturelle en tant que telle, et c'est surtout une souveraineté populaire. On parle d'indépendance quand le peuple peut décider de sa propre destinée et que ce n'est pas des facteurs exogènes qui
peuvent bénéficier de notre réalité. On parle de véritable indépendance quand il y a une souveraineté monétaire. On est au XXIe siècle aujourd'hui, la zone franc dans nos pays, encore une fois, c'est pour ça que même les pays anglophones se moquent de nous. Allez au Nigeria, allez au Ghana, que les gens vont vous dire que nos pays aujourd'hui sont sous la botte. Et c'est pour ça que Boari et Nana Akufo-Addo se sont opposés au projet de la monnaie éco de Macron, parce qu'ils estiment qu'on est encore dans un processus colonial. Donc, c'est-à-dire qu'on est, ce qui parfois fait peur, c'est qu'on se pose des questions que le monde entier ne se pose plus. Et c'est qui montre quelque part le degré d'aliénation intellectuelle dans lequel nous sommes installés. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on se regarde dans une glace et qu'on fasse un état des lieux de ce qui est le minimum vital pour qu'un peuple puisse se regarder dans une glace. On ne l'a pas aujourd'hui. Ce voilà. Minimum vital pour vous, ça je viens de vous l'énoncer, souveraineté monétaire, on ne l'a pas. D'accord. Souveraineté politique, sachant que monétaire et politique sont bien souvent liés, parce que la main qui donne est la main qui dirige. D'accord. Souveraineté politique, on ne l'a pas. Aujourd'hui, toutes nos élections, on le voit, hein, sont bradées, sont braquées, les constitutions sont violées et sont souvent maintenues au pouvoir. Je parle dans la zone, entre guillemets, dite francophone, parce que c'est ma zone de prédilection aujourd'hui en ce qui concerne mes activités politiques et mes analyses aussi. La plupart des dirigeants d'Afrique francophone sont des gens qui sont pieds et mains liés avec le gouvernement français. Donc comment peut-on parler, excusez-moi, d'indépendance, alors qu'aujourd'hui on est dans un théâtre qui est encore plus grotesque qu'avant. Avant, les choses étaient claires. Le colon était là, il y avait la menace, il y avait les armes, et il y en avait qui se rebellaient, ils finissaient en prison ou tués, d'accord. Et il y en avait d'autres qui acceptaient, beaucoup qui acceptaient, sous la contrainte. Aujourd'hui, le problème, c'est que le colon, il est à distance, mais c'est comme la PlayStation, il téléguide à distance, d'accord. Et, enfin, le pléonasme, il téléguide. Et on a des dirigeants noirs qui font exactement ce que le colon faisait, qui sont parfois même plus violents encore. Et comme ils ont l'excuse d'être des dirigeants noirs, ça passe. Et on se retrouve dans une situation de se questionner en se disant, mais indépendance de quoi? Est-ce que le peuple aujourd'hui jouit un minimum des libertés fondamentales pour un peuple qui se dit souverain, pour une nation qui se dit souveraine? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, souveraineté monétaire, on ne l'a pas. Souveraineté politique, on ne l'a pas. D'accord? Quand on entend que certains présidents français négrophobes de leur État viennent chercher de l'argent, des valises pour faire campagne dans nos pays, ne me parlez pas d'indépendance. On l'entend dire, mais est-ce vrai? Madame, il y a quand même un certain nombre, je vous invite à lire un livre, parce que je pense que la connaissance est la clé pour s'en sortir aussi et se libérer. Le livre de François-Xavier Verschaff qui s'appelle France-Afrique, où il explique sur des centaines de pages comment, travail scientifique à l'appui, d'accord, comment des valises ont été données depuis la période de la prétendue indépendance, d'accord, aux présidents français par leurs marionnettes africaines à la tête de nos États. Et c'est quelque chose qui a été structuré, qui a été organisé par M. Jacques Foccart, d'accord, et qui a été validé bien évidemment par le général de Gaulle, et qui a continué après la mort même du général de Gaulle dans une démarche qui était justement de faire en sorte que le bien-être français, et je vais vous dire une chose, moi je n'en veux pas aux dirigeants français de ça. Personne ne veut scier le banc sur lequel il est assis. Je ne veux pas en vouloir un vautour de se comporter comme un vautour. Ce qui me pose problème, c'est que le lion se comporte comme un caniche. C'est quelque chose de différent. Voilà. Alors, 60 ans d'indépendance, où en est la réforme du franc CFA? On a grandement avancé. Pour ceux qui suivent un minimum l'actualité, on est parti d'une situation où le franc CFA ne devait pas être réformé. D'accord. Et il y a eu un réveil, je pense qu'on y a grandement participé avec notre ONG Urgence Panafricaniste. Il y a eu un réveil de la conscience populaire, de la conscience civile. On a organisé un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora des mobilisations contre le néocolonialisme et le franc CFA. Et donc des gens, des élites qui ne voulaient pas changer quoi que ce soit, ont fini par redéterrer, ou du moins déterrer, des tiroirs un projet très ancien qui était le projet de la monnaie unique de la CEDEAO, d'accord, et qui s'appelait donc la monnaie ECO, les premières lettres de ECOWAS en tant que telle. Et l'oligarchie française, voyant ça, a paniqué. Et donc a essayé de pirater le projet, mais il faut bien préciser que cela part, et Macron l'a dit lui-même, que ça part des mobilisations citoyennes, de l'écoute qu'ils ont eue par rapport aux mobilisations dans les rues africaines, en Afrique francophone de manière générale. Et donc on a une très grande responsabilité dans ça, puisque notre ONG Urgence Panafricaniste est la structure qui a organisé, structuré et financé intégralement le front anti-CFA, et présidé le front anti-CFA, le front anticolonialisme français en Afrique. Et donc on s'est retrouvé dans une démarche où Macron, voyant ça, s'est dit il faut qu'il puisse s'en sortir quand même, parce qu'on risque d'aller vers une rupture irréversible entre la France, ou du moins l'oligarchie française, et le continent africain. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont hijack, ils ont piraté le nom de la monnaie ECO, d'accord,
ils ont fait quelques petites modifications esthétiques par rapport au franc CFA. Ils ont soi-disant voulu arrêter les comptes d'opération. Ils ont soi-disant voulu enlever les représentants de la Banque de France. Je dis bien soi-disant, vous allez comprendre pourquoi, à l'intérieur de nos banques centrales, parce que la présence de la Banque de France qui avait le droit de veto, c'était un scandale, etc. Mais ils ont gardé la chose la plus importante, qui était le fait de voir la nouvelle monnaie, qui en réalité n'était qu'un franc CFA customisé, arrimé à l'euro. Or, nous partons du principe qu'il faut que ce soit arrimé à un panier à devises, d'accord, avec un taux de change flexible et non pas avec un taux de change fixe, comme voulu par l'oligarchie française. Pour la simple et unique raison que quand le franc CFA est arrimé à l'euro, c'est une monnaie beaucoup trop forte structurellement parlant pour les économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, il faut préciser que la balance commerciale des États d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qui est du domaine d'un problème, parce qu'on ne peut pas parler de développement si la balance commerciale de nos États sont déficitaires, est déficitaire. Et la balance commerciale de nos États est déficitaire à cause de ce système du franc CFA qui n'a pas été fait pour notre développement à nous, mais qui a été fait pour le développement des autres. Et donc, suite à nos mobilisations, et quand Macron a voulu, en réagissant à nos mobilisations, essayer de customiser le franc CFA, qui était déjà une avancée, mais qui n'était absolument pas une finalité, les présidents du Nigeria et du Ghana, sur lesquels on peut donner un certain nombre de critiques, ont fait preuve de dignité politique en disant que nous refusons ça, d'accord, que cette monnaie éco, c'est du piratage économique et industriel, parce que ce n'est pas ce que nous voulions faire. Nous voulions une monnaie éco arrimée à un panier à devises, non plus arrimée à l'euro, d'accord, et un taux de change flexible et non pas un taux de change fixe. Et finalement, on a obtenu gain de cause puisque le projet de la monnaie éco version Macron a été abandonné. Donc on est sur une voie qui va prendre peut-être 2 ans, on n'en sait pas encore, mais une voie irréversible d'un changement. Et ça, je pense qu'on a une grande responsabilité dedans. Monsieur Kémy Séba, vous êtes perçu, sinon considéré comme un incitateur à la désobéissance civile, Par qui? un anti-français, vous gênez des intérêts de plusieurs décideurs politiques en Afrique. En vérité, qui êtes-vous finalement? Déjà, j'aime bien une phrase marxiste qui dit d'où tu parles, d'où vient ce propos, dans quel contexte il est énoncé. Vous êtes considéré par qui? C'est qui dit que je suis considéré comme un incitateur? Je vais dans énormément de pays dans le monde où je suis reçu avec les honneurs. Donc on ne reçoit pas avec les honneurs quelqu'un qui est un incitateur à la haine. C'est pas vrai. Désobéissance civile, non. Quand on vit dans une dictature, désobéir à la dictature, c'est pas de la désobéissance civile, c'est de la dignité politique. Je pense que là-dessus, on peut se comprendre aussi. Et anti-français, je ne comprends pas comment je peux être anti-français alors que je suis né en France. D'accord? C'est comme dire que parce que Moïse est né, si on croit en la Bible, Moïse est né en Égypte, il est et il aurait été anti-égyptien si l'histoire a existé telle qu'énoncée, sous prétexte qu'il se bat contre l'esclavage ou l'oppression de Pharaon vis-à-vis de ses semblables. Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas anti-français. Il y a plein de gens, de prolétaires français qui souffrent. Et je suis lié à ces derniers. Mon ONG, Agence panafricaniste, a fait, il n'y a pas plus tard que moins de 10 jours, une action commune avec les Gilets jaunes français. Vous trouvez qu'il y a plus français que les prolétaires français des Gilets jaunes? Non. Donc dire que je suis anti-français, c'est pas vrai. C'est une propagande des médias français qui essaie d'intoxiquer l'esprit de certains Africains, mais les 3 quarts des Africains ne croient pas à ça. C'est pour ça que partout où on va aujourd'hui, on est capable de réunir des milliers de gens dans différents pays d'Afrique francophone. Qui êtes-vous donc? Kémy Séba, je pense que vous l'avez dit au départ, militant anticolonialiste, journaliste sur Vox Africa, une chaîne concurrente, écrivain, auteur de 4 ouvrages, entrepreneur, d'accord, et quelqu'un qui essaie de penser l'Afrique différemment, et président surtout de l'ONG Agence panafricaniste qui fait un travail impactant et énorme en Afrique francophone aujourd'hui, et dans la diaspora. Que pensez-vous de l'adage qui dit « on vit toujours mieux chez soi » ? Ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup mieux en Afrique que je l'étais quand j'ai grandi en Occident. En Afrique, vous n'avez pas la négrophobie, vous avez le racisme social. Ça, c'est quelque chose qui existe, puisque la justice sociale est un rêve ici. Mais la négrophobie existe beaucoup moins. Ça, c'est certain. Donc, moi, je suis beaucoup plus épanoui, par exemple, que mes enfants n'aient pas à être traités de sale noir dans leur pays. En Afrique, quand je dis leur pays, le Bénin, mais en Afrique de manière générale. Pour moi, c'est une grande réjouissance, c'est une évidence. Donc bien sûr qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Après, ça ne veut pas dire que tout est parfait non plus. Mais justement, quand vous faites mention de ce passage de votre enfance, on a entendu dire que vous étiez plutôt bagarreur dans les rues. Si quelqu'un, après on est différent, mais si quelqu'un vous bouscule, vous traite de sale noir, vous allez lui montrer toutes vos dents. Non. Moi, vous me traitez de sale noir, je vous réponds. Je ne sais pas ce qu'on appelle bagarreur.
Si j'étais bagarreur là-bas, je le serais aussi ici. Peut-être que le climat dans lequel vous êtes, c'est Tupac qui disait « Mon attitude dépendra toujours de la manière dont tu te comportes avec moi ». J'aime beaucoup le grand frère Tupac. Je pense qu'il résumait beaucoup de choses, encore une fois, dessus. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé au Bénin? Par rapport à quelle période? Pour qu'on comprenne bien la question. La même période, 1960-2020, depuis les indépendances. Je ne suis pas sûr que ce soit que du bon. Non, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Kérékou a eu une période dure, difficile par rapport au pays, par rapport à nos concitoyens. Puis après, il a connu l'ouverture. Les présidents qui ont succédé, il y a beaucoup de choses à dire, positives, parfois moins positives. Il ne faut pas qu'on se mente. Le président Patrice Talon, sur le terrain du développement, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on se dise. Si tant est que le développement, ça soit dans ce paradigme-là, ça aussi c'est un débat philosophique qu'on peut avoir, sur lequel on risque de ne pas être d'accord. Je risque de ne pas être d'accord avec beaucoup de gens, et je l'assume. Le développement, pour moi, n'est pas l'industrialisation forcément. Il faut qu'il y ait un développement d'abord endogène, et un développement de nos réalités paradigmatiques réelles. On n'en est pas encore là. Mais il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Après, sur le terrain de la liberté d'expression, de la démocratie, j'ai l'impression qu'on a quand même énormément régressé. C'est un euphémisme même de le dire. Et quelles sont les grandes leçons? Je suis dans une chaîne pro-talon, donc je ne vais pas dire autre chose. Ça, c'est vous, vous qui le dites. Je vous taquine. C'est vous qui le dites, monsieur Kémy. Quelles sont donc les grandes leçons à retenir des 60 ans d'indépendance? Excusez-moi, pouvez-vous répéter la question? Bien sûr, oui. Vous étiez à fond dans la taquinerie tout à l'heure. Non, taquinerie très réelle en même temps. Ça, c'est vous qui le dites. Cela reste à prouver. J'assume. Quelles sont donc les grandes leçons à retenir des 60 ans d'indépendance en Afrique? Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Les grandes leçons à retenir, c'est qu'on vit dans une situation aujourd'hui qui est celle d'un destin confisqué par des élites qui ne pensent pas aux intérêts de leur peuple. Et dès lors que les élites ne pensent pas aux intérêts de leur peuple, on a le devoir, la responsabilité, nous, de faire à la place des élites ce qu'elles auraient dû faire pour leur peuple. Ça n'a pas été fait. Ceux qui ont essayé de le faire ont été assassinés. Ceux qui ont essayé de le faire ont été déstabilisés. Ceux qui ont essayé de le faire ont été décrédibilisés. Ils ont été caricaturés, parce que c'est ça en Afrique. Quand vous risquez votre vie pour votre continent, vous êtes considéré comme un peu comme ce que j'ai entendu tout à l'heure, comme un extrémiste, un incitateur à la haine, alors que c'est le monde extérieur qui vous couvre de lauriers. Heureusement, le peuple est très lucide sur ça, mais les élites ont un problème avec ça. Parce que les élites ont été façonnées d'une façon qui consiste à dire que si vous sortez du cadre autorisé par l'Occident, ça ne va pas. Mais c'est quelque chose qui doit changer. Je pense que la société civile, pour aller plus loin, élargir même le spectre, le prolétariat africain doit prendre ses responsabilités réellement. Et je pense qu'on est en train d'aller vers cette voie. Mon peuple au Mali le fait, la Guinée est en train de se lever, la Côte d'Ivoire aussi, à différents endroits. Au Bénin aussi, il y a une conscience, même si beaucoup de gens sont terrorisés, parce qu'on vit dans un régime un peu, comme je le dis, sur le terrain du développement entre guillemets industriel, beaucoup de choses avancent. Sur le terrain de la liberté d'expression, de la démocratie réelle, les choses régressent et beaucoup de gens que je vois dans la rue sont terrorisés. Moi, j'ai toujours du mal avec ça. Toujours du mal avec la terreur parce que j'ai peur de personne. Je le dis très clairement. J'ai les ennemis les plus puissants. J'ai le gouvernement français qui m'a dans le collimateur depuis très longtemps. J'ai d'autres gouvernements qui m'ont dans le collimateur. Mais celui qui n'a pas peur de la mort n'a peur de rien d'autre. Vous dites que le peuple est terrorisé, mais... Une partie du peuple est, oui, bien sûr. Et à quoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous emmène à dire ça? Parce que je parle avec beaucoup de gens, madame, vous savez. Je vous encourage même à aller sur les réseaux sociaux, sur ma page, voir un petit peu les commentaires. C'est une page de 700 000 personnes. Vous aurez l'occasion de voir, parce que c'est des forums publics. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens peuvent constater. Aller voir les réflexions, même quand nous ne parlons pas de ça, ce que les gens disent. En ce qui concerne parfois la liberté d'expression au Bénin, ou même dans les rues, beaucoup de gens sont inquiets. C'est ce que je ressens beaucoup. Moi, je ne suis pas dans la vie politique béninoise. J'ai voulu l'être à un moment donné, puis je me suis dit que je veux être dans la vie politique béninoise quand on vit dans un régime égalitaire, et dans un régime où tout le monde peut vraiment s'exprimer politiquement. Mais dès lors que les dés sont pipés, moi, j'aime pas tricher. Donc, je ne joue que quand les règles sont claires et que les égalités des chances sont réelles. Mais il y a des gens qui tolèrent ça. Parce que chacun y trouve son compte. Il y en a qui trouvent leur compte aussi à ça. Pas moi. Donc heureusement, par la grâce du Tout-Puissant, mon combat est beaucoup plus large que la circonscription locale, d'accord, qui est mon pays, le Bénin. Mon combat, c'est l'Afrique, c'est le monde noir de manière générale. C'est les Caraïbes aussi, c'est les Noirs en Amérique du Sud, c'est pour ça que je voyage partout. Avant le Covid, chaque mois, on était dans 2 pays différents, dans le monde noir.
Et c'est ce qui se passera d'ici quelques temps encore. On continue, on a des antennes un peu partout et on fait ce travail. Je suis président d'une organisation qui s'appelle Urgence panafricaniste. Viendra un moment où peut-être que je rentrerai dans une voie beaucoup plus institutionnelle. Mais je le dis clairement, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas la possibilité pour le peuple de pouvoir dire ce qu'il ressent. Or, les gens ont peur ici. Beaucoup de gens ont peur. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Tout dépend des opinions politiques de chacun. Et je me demande également quelles sont donc ces sources-là qui vous emmènent à dire que les gens ont peur. Mais ceci étant dit... Non, madame, vous ne pouvez pas lancer un truc sans que je vous réponde et je vais me faire un plaisir de le faire en vous disant que peut-être que vous ne le faites pas assez. Il faut peut-être sortir du... Moi, je suis journaliste comme vous, mais je sors du plateau, je parle beaucoup avec les gens. Et je vous encourage à le faire aussi parce que je pense que si vous le faites, vous entendrez beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui, même quand ils sont sympathisants du président, parce qu'il faut être très clair, le président fait un certain nombre de choses très positives pour le pays et on le voit. Les gens qui le critiquent, l'opposition qui le critique n'est pas forcément crédible parce qu'elle le critique mais n'ont pas été capables de faire ce qu'il fait sur le bilan d'un certain nombre de développements industriels, la mise en place d'entreprises, la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Mais de l'autre côté, il faut être capable de ne pas être lâche, de dire que oui, il y a des problèmes par rapport à la liberté d'expression. Moi qui vous parle, j'étais journaliste à Golf TV, une autre chaîne. Dès lors que j'ai critiqué le fait que la gestion du port de Cotonou était confiée à des Belges, alors qu'il y avait un certain nombre d'Africains qui étaient présents, qui voulaient proposer un certain nombre de choses, j'ai été licencié de Golf. C'est un élément qui vous convient, cela? Je pense que c'est un élément. Bon, j'ai connu mieux, parce que Vox, pour moi, est mieux que tout ça. Mais c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Je vais partout en Afrique. La liberté d'expression, quand même, en ce moment, a le Covid. C'est comme ça que je le vois. A le Corona, beaucoup de courbatures, mais ça finira par aller mieux. Et je suis convaincu que Patrice Talon n'a même pas besoin d'être dans des moyens aussi coercitifs vis-à-vis de la population pour être le meilleur politique par rapport à toute la classe politique actuelle. Parce qu'il ne me paraît pas être en danger quand je vois les autres. Parce que les autres le critiquent sur la forme, mais sur le fond, il n'apporte pas de réponse. Mais je pense que la restriction de la liberté d'expression n'embellit pas son bilan et qu'il peut faire beaucoup mieux en laissant les gens s'exprimer. Ça ne le mettra pas en danger par rapport à ce qu'il fait dans le fond. Il faut réfléchir à ça. Alors, vous dépeignez pas mal les élites africaines parlant justement de 1960-2020. Est-ce que vous pensez que c'est entièrement de leur faute? Je vous ai répondu, je vous ai dit qu'il y a tout un phénomène qui entraîne qu'on se retrouve dans une situation telle que celle-ci. Il y a tout un phénomène d'aliénation qui fait qu'aujourd'hui, et même hier, les gens n'avaient pas forcément une grille de lecture qui leur permettait de voir avec lucidité un certain nombre de choses. Quand vous êtes un lion, vous êtes habitué dans la jungle et à régner sur la jungle, et puis soudainement, on vous capture, on vous jette dans l'eau. La mission du lion n'est pas de nager. C'est pas parce que le lion va se débrouiller moins bien qu'un poisson qu'il sera un être vivant contre nature. C'est juste que ce n'est pas son élément naturel. C'est tout. La colonisation, c'est comme l'histoire du lion qui a été jeté dans l'eau et à qui on a dit maintenant tu vas te comporter comme un poisson. Ou alors on te dresse pendant des années et des années et des années, on te fouette, on te tabasse et on te dit maintenant on va te mettre des bigoudis et tu vas être un caniche ou un labrador. Mais ce n'est pas la nature principale du lion. Ce n'est pas la nature primordiale du lion. Et donc, qu'il y ait des décisions contre nature inhérentes au contexte contre nature dans lequel il est jeté, cela ne signifie pas que, comment dirais-je, tout est de sa faute. Au contraire, il fait partie d'un contexte, il fait partie d'une séquence historique dans laquelle il a été plongé et il essaye de se débattre de cette réalité. Donc j'en tiens compte aussi beaucoup. Je suis beaucoup moins, par exemple, pardonneur par rapport aux présidents qui sont nés après les prétendues indépendances, et qui n'ont pas vécu sous l'ancienne forme de colonisation, même si la nouvelle est violente aussi, d'accord, et qui, par exemple, des gens comme Macky Sall, moi, ça, j'ai du mal à comprendre que Macky ait autant les réflexes du colonialisme d'antan, alors qu'il est censé être quelqu'un qui a vécu après. Ça me questionne. Vous parlez de réflexes, vous faites allusion à quoi exactement? Les réflexes, c'est que, encore une fois, la soumission systémique vis-à-vis de la France, même quand la France ne vous demande rien, c'est, comment il s'appelle, l'écrivain Felwine Sarr, qui n'est pas non plus ma grande tasse de thé, mais il lui arrive de dire des choses réelles. Quand il disait la servitude volontaire, est-ce que c'est Felwine Sarr qui disait ça? Oui, c'est Felwine Sarr. La servitude volontaire, à un moment donné, c'est vous apportez le café en courant alors qu'on ne vous l'a même pas demandé. Vous faites un certain nombre de cadeaux à la France, un peu comme Alassane Draman Ouattara, même quand la France ne vous le demande pas. Parfois même, j'ai l'impression que l'oligarchie française, qui est coloniale de par son essence même, mais elle-même, parfois, est gênée
par toutes les dispositions que prennent les élites africaines. Et parce qu'elles se disent, mais arrêtez d'agir comme ça, vous allez trop nous cramer. Bon, à un moment donné, calmez-vous, calmez un peu, vous êtes trop en train de montrer votre servilité. Et c'est quelque chose on est très nombreux à constater. Alors quel est votre message à l'endroit des Africains qui nous écoutent ou nous regardent? Mon message quotidien, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Il est important, je pense profondément, que on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on se regarde dans une glace, nous autres membres de la société civile, nous autres membres de, on va dire, des citoyens lambda. D'accord ? C'est comme ça qu'on pourrait aussi appeler la société civile. Et qu'on comprenne qu'on a un pouvoir qui est beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Parce qu'une société, c'est à l'image d'une pyramide. Il y a le sommet, c'est les élites, et la base, c'est la majorité du peuple. Les élites, qui sont minoritaires, c'est la définition des élites, de toute façon, quelque part, ne tiennent en haut que parce que la base tient son rôle de les soutenir, de les supporter et de se taire, et d'avoir peur. Mais dès lors que les élites sortent de leur rôle, qui consiste à avoir peur, à nier le réel, même quand le monde entier voit le réel, et qu'elles sortent de ce rôle-là, et que plutôt que de soutenir l'insoutenable, elles s'éloignent, le sommet de la pyramide va tomber et va devenir un vulgaire caillou. Demandez à Ibeka, en Mali. Il vous dira que les gens qui sont très puissants un jour, il suffit de très peu pour que ces gens-là descendent et reviennent à la place qui est la leur. Un président, des présidents doivent servir leur peuple, non pas se servir sur le dos du peuple. D'accord ? Un président ne doit pas servir des forces armées pour tirer sur leur peuple. Comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Comme c'est le cas à bon nombre d'endroits. Comme c'est le cas en Guinée. Comme c'est le cas au Nigeria. Un président doit assurer la sécurité pour son peuple. Un président doit contribuer au développement de son peuple, non pas au développement de ses poches sur le dos du peuple. Et c'est ça le problème. Et je vais aussi vous dire une chose, ma sœur, avec grande affection. On a une très grande responsabilité dedans, nous autres citoyens. Parce qu'à force d'accepter l'inacceptable, il ne faut pas qu'on demande Black Lives Matter à l'extérieur si on n'est pas capable d'imposer le Black Lives Matter à l'intérieur de nos nations. La vie de l'autre ne compte pas pour nos dirigeants. Et on accepte ça. C'est de la lâcheté. Et c'est une réalité. Il y a trop de lâches chez nous. Il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. Voilà. Merci à vous, Monsieur Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes militant anticolonialiste, chroniqueur politique également. Ce fut un réel plaisir de vous avoir avec nous. Et président de l'ONG Urgence panafricaniste. Exactement. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. On espère vous retrouver sur ce même plateau très bientôt pour d'autres questions. Pourquoi pas? J'espère que, après ce que j'ai dit, la chaîne me laissera revenir. Je vous l'ai dit, les choses ne sont pas forcément telles que vous les pensez. Time will tell. Mais en tout cas, on peut me retrouver sur Vox Africa tous les dimanches soirs. Merci à vous. À présent, chers amis, nous allons raccompagner notre invité avec ceci.